Toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du mardi 8 février 2022. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et aujourd'hui, globalement, des marchés assez mous, je trouve, qui n'arrivent pas à trouver une direction claire en ce début de semaine, que ce soit aux US ou en Europe, même si en Europe, on a toujours cette surperformance. Globalement, des investisseurs toujours focus sur les résultats d'entreprise, notamment en Europe, euh, où on a une salve de résultats assez importante, avec BNP Paribas ce matin qui a publié des résultats plutôt honnêtes. Le titre a quand même chuté, puis a finalement repris de la hauteur. Donc les bancaires sont attendus cette semaine, et bien évidemment le sentiment finalement que les investisseurs restent préoccupés quand même toujours par l'inflation et qu'ils n'ont pas envie de prendre de risques avant les chiffres de l'inflation US. Donc hier, Wall Street a fini en baisse, je crois que le Dow Jones a fini à l'équilibre, autant le Nasdaq a perdu un peu plus de 0,80%. Toujours des inquiétudes liées en fait à une accélération du resserrement monétaire, des tensions géopolitiques prenant le pas sur les résultats d'entreprise et comme je vous le disais, les données sur les prêts à la consommation aux États-Unis, qui seront publiées jeudi, représentent à mon avis l'un des principaux rendez-vous de la semaine pour les marchés financiers. Et pour rappel, le consensus stable sur une hausse globale des prix de 0,5% d'un mois sur l'autre et de 7,3% sur un an en janvier, tandis que celle de l'indice Core CPI devrait ressortir à plus 5,9% en rythme annuel. Donc des données clés à surveiller qui vont bien évidemment nous donner plus d'indications sur la politique de la Fed et potentiellement ça nous permettra, en tout cas ça permettra de savoir aux investisseurs si la Fed va procéder à une hausse de 50 points de base au mois de mars. Meta Platform aussi, toujours à la baisse. Le titre a aussi chuté, pénalisant forcément le S&P et le Nasdaq, plombé par sa prévision de chiffre d'affaires inférieur aux attentes publiée la semaine dernière, mais aussi, je pense, par les annonces faites par Mark Zuckerberg, qui, à mon avis, est en plein tilt en ce moment, qui a eu l'excellente idée de vouloir menacer la fermeture d'Instagram et de Facebook en Europe, car il n'avait pas envie de se plier aux normes sur la confidentialité des données, je crois, la norme RGPD en Europe. Donc forcément, ça aussi, déjà que Facebook bat de l'aile, et si en plus Mark Zuckerberg prend la grosse tête et commence à menacer de fermer ses plateformes en Europe, forcément, ça ne va pas permettre une hausse du chiffre d'affaires et des abonnés dans les prochains mois à venir. Donc pareil, Meta Platform qui est un peu plombé finalement les indices américains hier. Ce matin en Europe, on évolue en hausse, surtout pour le CAC 40, suite à la publication, à mon avis, des résultats des sociétés. Le DAX en légère baisse, même si le CAC cède un peu du terrain. On scrute forcément les résultats d'entreprise. Actuellement, c'est le seul catalyseur à court terme pour les marchés. On continue forcément d'éplucher les résultats d'entreprise en attendant la publication jeudi des données sur les prix à la consommation aux États-Unis, qui pour moi est quand même plus important que les résultats des sociétés d'entreprise. Car en fonction des données, forcément, on pourra avoir un resserrement monétaire un peu plus agressif de la part de la Fed au mois de mars. Donc, dans un contexte de risque inflationniste et de préoccupation concernant les grandes banques centrales, les marchés suivront de près cet indicateur qui devrait justement alimenter les débats sur un éventuel resserrement accéléré de la politique de la Fed américaine, à savoir 50 points de base au mois de mars. Enfin, on a Christine Lagarde qui est quand même sortie du bois hier. La présidente de la BCE a tenté d'apaiser les craintes du marché lundi lors d'une audition au Parlement européen en déclarant qu'il n'était pas nécessaire de procéder à un resserrement important de la politique monétaire dans la zone euro,
l'inflation étant amenée à refluer, à se stabiliser autour de 2% à moyen terme. Donc, très clairement, Christine Lagarde tente d'adopter un discours de colombe plutôt que faucon, en disant oui, bon, l'inflation est là, mais elle va refluer, ne vous inquiétez pas, on ne va pas augmenter les taux. Pourtant, les marchés price maintenant à plus de 80% une hausse de taux à venir au mois de septembre et potentiellement une deuxième hausse de taux de la part de la Banque centrale au mois de décembre. Donc, très intéressant de voir en fait les discours des banquiers centraux et les attentes du marché actuellement qui ne sont pas du tout en phase. Des marchés qui price des hausses de taux et un resserrement monétaire, pas forcément une réduction du bilan de la BCE, mais au moins une hausse de taux, et Christine Lagarde qui finalement semble s'enfermer dans une politique de l'autruche, alors que les spéculations sur l'adoption par la BCE d'une politique plus restrictive avaient quand même augmenté lors de ses déclarations jeudi dernier. Donc, il ne faudrait pas qu'elle reste trop évasive et trop floue parce que les marchés détestent ça finalement. Les marchés détestent l'incertitude et un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Au bout d'un moment, je pense que les marchés vont faire comprendre à Christine Lagarde qu'il faut qu'elle soit ferme sur ses décisions de politique monétaire, qu'elle ne peut pas se pointer au pupitre 2 semaines avant en disant on va augmenter les taux et se repointer la semaine d'après en disant oh, finalement l'inflation c'est pas bien grave, elle va refluer, ne vous inquiétez pas, on va pas augmenter les taux. Bon, actuellement, très clairement, entre des discours un peu des discours, je dirais, qui un peu de girouette, très clairement, on a quand même des marchés qui partent du principe que à partir du troisième trimestre 2022, la Banque centrale européenne risque d'adopter un ton un peu plus hawkish. Donc, affaire à suivre aussi. Tout dépendra bien évidemment de l'évolution de l'inflation en zone euro. Mais actuellement, tout porte à croire, en voyant les dernières stats qui sont tombées, que la BCE va être elle aussi obligée d'emboîter le pas, mettre un tour de vis, comme la Fed. Résultat, ici, on a le taux à 10 ans qui continue de grimper, forcément avec l'évolution de l'inflation, mais aussi les perspectives concernant les hausses de taux à venir, que ce soit aux US. Donc là, pour rappel, hein, c'est le taux 10 ans américain. On est quasiment de retour sur les niveaux de janvier, janvier 2020, novembre, décembre 2019. On est sous une grosse résistance. Forcément, les techs restent sous pression. Hein. Rappelez-vous, hein, ici, si vous regardez votre graphique du Nasdaq, lorsqu'on a vu une première quantification de la courbe des taux, le Nasdaq avait corrigé. Là, il avait violemment repris du poil de la bête. Là, pareil, ça avait créé quelques secousses. Et depuis de nouveau l'accélération du taux à 10 ans, le Nasdaq sous pression une nouvelle fois. Et ici, on est quand même sous un gros niveau clé. Donc, pareil, les chiffres de l'inflation jeudi à surveiller vraiment de près car on pourrait avoir des gros mouvements sur les rendements obligataires derrière. Actuellement, nous, d'un point de vue uniquement technique, là je vais parler, on est vraiment sous une grosse résistance, comme vous pouvez le voir, on se rapproche des 1,94, 1,95. C'est un niveau qui a été testé en mois de 2019 ici, avant la cassure. On est venu pullbacker une fois, deux fois, trois fois avant de repartir à la baisse suite au crack lié au Covid-19. Et maintenant, on est pile poil dessus. Donc, j'avais publié un graphique sur Twitter en fin de semaine dernière en disant que ici, en fait, on avait consolidé dans un fanion. Et que forcément, cette sortie de fanion par le haut, si on reportait le mât, ça plaidait très clairement pour une poursuite de la hausse avec un objectif théorique aux alentours de 2,2. Donc forcément, si on continue de grimper à ce niveau-là et à cette vitesse-là, je vois mal comment le Nasdaq peut reprendre de la hauteur. Au contraire, à surveiller de près, c'est l'évolution des taux à 10 ans qui pourrait fragiliser une nouvelle fois le Nasdaq, mais aussi les métaux précieux, comme le gold. En revanche, le gold se tient bien malgré la hausse des rendements à 10 ans. Nouveau souffle donné au marché grâce à la progression de l'euro. Si on a un dollar fort et en plus des rendements obligataires qui grimpent, forcément, ça plombe les métaux précieux. Là, on a des rendements obligataires qui continuent sur leur lancée,
mais le dollar américain, quand même, depuis quelques jours, cède pas mal de terrain, et ce qui permet justement alors de se stabiliser, même s'il a enregistré quand même une belle séance hier. Toutefois, je ne vais pas m'emballer dans des prévisions et dans des scénarios concernant l'or. On évolue pas à pas, mais pareil, les données sur l'inflation qui vont être publiées ce jeudi donneront, à mon avis, pas mal de visibilité sur la direction à venir des métaux précieux, qui sont censés justement être une couverture face à l'inflation. Ici, graphique représentant les flux entrants sur les marchés européens. Et est-ce qu'on n'aurait pas un début de surperformance de l'Europe? Alors, d'un point de vue des indices, si on regarde effectivement la chute du CAC par rapport au S&P ou au Dow Jones, effectivement, comme je vous le disais, le CAC 40 surperforme, même dans la baisse. Donc, si on a un énorme rebond, est-ce que le CAC ne pourrait pas finalement surperformer les marchés américains? Ça arrivait très peu de fois dans l'histoire de la bourse. Généralement, on dit que les US sont la locomotive de l'économie, mais face à une politique monétaire un peu plus hawkish, un peu plus agressive, avec des hausses de taux, avec une réduction du bilan, alors que même si Christine Lagarde est un peu évasive, elle ne devrait pas adopter une politique aussi stricte que celle de Jérôme Powell. Donc forcément, des opérateurs qui pourraient dévier et au lieu d'aller chercher du rendement sur le marché américain, pourraient finalement aller chercher de la performance sur le marché européen. Là, ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est que les flux entrants sur le mois de février, là, actuellement, on enregistre des flux entrants vraiment records, et ce n'était pas arrivé depuis mai 2017. Donc là, vraiment un graphique que je trouvais pertinent. Même durant le crack lié au Covid, avec l'abondance des liquidités, vous voyez ici, le spike il a été fait par là, on n'a jamais eu des flux entrants aussi importants. Donc là, le fait qu'au mois de février, avec les resserrements monétaires à venir de la Fed, on ait un tel flux, eh bien, me fait dire que, encore une fois, on pourrait finalement avoir des marchés européens assez solides. Forcément, si les Américains chutent, l'Europe va aussi chuter, mais si le Dow Jones perd, je ne sais pas, on va dire 20%, l'Europe pourrait perdre peut-être seulement 15, voire 13%. Donc, un graphique pertinent qui montre en fait d'où viennent actuellement, comment se déplacent les flux des institutionnels, et on constate très clairement qu'on n'a pas de dégagement de flux, mais au contraire des flux entrants même qui viennent sur le marché européen. Donc, qui pourraient présager potentiellement une surperformance, même si c'est déjà le cas très clairement, on le voit dans la chute. Mais si la politique monétaire de la BCE n'est pas trop au quiche, et bien à mon avis, l'Europe pourrait tirer son épingle du jeu. Côté graphique, honnêtement, que ce soit sur les indices ou le Forex, j'ai un peu de mal en ce début de semaine. J'arrive pas à comprendre ce que veut nous dire le marché, ce que veut faire le marché et dans quel sens véritablement il a envie d'aller. Le Forex, c'est super mou. On est soit sur des niveaux très hauts, soit prisonnier sur des niveaux clés, mais on n'a pas de configuration intéressante. Le CAC, qui a quand même repris un peu de hauteur hier, quasiment 1%, 0,83. Ce matin, qui est bien monté. Finalement, là, on est en train de céder du terrain. Sentiment qu'on a la balle au centre, en fait, très clairement. Pour moi, on a toujours ce pattern qui est pas invalidé, à savoir l'étoile du soir Doji sur la deuxième épaule. On est quand même toujours dans une anticipation de figure, donc tant qu'elle n'est pas validée, on ne peut pas non plus dire oui, on a une épaule tête épaule, on va aller en direction du sud. On a un début de quelque chose, d'une figure, mais elle n'est pas complète. Et pour l'instant, on n'arrive pas à aller plus bas. L'indice, comme je vous le disais, 440 est assez robuste, très clairement. On n'a pas envie d'aller plus haut, et d'un côté, on a du mal à aller chercher les beaux niveaux de support à 6900. Bon,
si je dézoome maintenant, données 4 heures, j'ai vraiment pas plus d'informations que ça. Prisonnier, vous voyez, entre 38,2 et 50. Pour moi, c'est deux gros niveaux clés. Pas de plan de trading, si ce n'est si vous êtes baissier sur la deuxième épaule avec un stop loss qui a été placé au-dessus. Bon, j'ai quand même un biais baissier, moi, sur l'indice CAC 40. Mais le sentiment, en fait, que les investisseurs sont peut-être attentistes et qu'ils n'ont pas envie de prendre de risques avant l'inflation américaine attendue jeudi, ce qui en soi est tout à fait légitime, étant donné qu'on pourrait avoir un retour de la volatilité jeudi en fonction des données. Pareil, si on a un fort recul de l'inflation, forcément, à mon avis, on va avoir un beau rebond. Par contre, si on explose les attentes et les prévisions, là, à mon avis, il risque d'y avoir des dégâts. Pour l'heure, honnêtement, j'ai du mal à structurer ce marché. Entre les 50 et les 38,2, on fait du yo-yo, on ne veut pas aller chercher un peu plus bas. Bon, vraiment balle au centre sur le CAC. Pour moi, on avait un plan baissier suite à l'avalement, à l'étoile du soir Doji. Donc, pour l'instant, je garde ce plan de baissier. Et par conséquent, ce serait bien qu'on break les 7000 points en fait. On repasse sous les 7000 pour aller chercher les 6009. Et là, ça renforcerait vraiment notre scénario d'épaule, tête-épaule. Il faudrait au moins breaker les plus bas, mais surtout les 6009. Bon, généralement, la deuxième épaule met plus de temps à se former que la première. Et là, actuellement, c'est le cas. On voit qu'elle met du temps à se former. Donc, il faut laisser du temps au temps. En tout cas, pas de plan. Sur le DAX, c'est pareil. Ça retombe de nouveau. Là, pour le coup, l'épaule tête-épaule est complète, même si j'ai du mal à mettre cette configuration un peu dans une épaule tête-épaule à cause de la vague, la grosse vague haussière qu'on a eue juste avant. Plutôt envie de mettre ça dans un range, mais comme je vous le disais, si c'est un range ou une épaule tête-épaule, ça ne change rien d'un point de vue de l'objectif théorique, étant donné qu'on va reporter soit la hauteur du range, soit la hauteur de l'épaule, de la tête, et par conséquent, c'est la même chose. De nouveau tenter des achats en fait sur la bande basse. Ici, on a eu une belle réaction hier, mais vous voyez, là, on est parti à la hausse ce matin. Ça retombe. Un marché qui a peut-être besoin de reprendre son souffle, un peu de hauteur après la lourde chute qu'il a subie la semaine dernière. Mais pour autant, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, c'est fragile. Donc plutôt tenter des achats par ici. Voilà. En intraday, là en swing, pour moi le plan swing, ce serait d'attendre la cassure des 14 900 et là on aurait un super plan swing. Mais là, mettre en place un plan swing, plus compliqué je trouve. En revanche, plutôt pour les traders intraday qui arrivent à se faire plaisir sur les zones et à tenter des achats un peu là ici à la cassure sur le double creux, l'avalement qu'on a eu hier. Bon, il y a de quoi prendre 150, ouais, 100 voire 50 pions à peu près sur le DAX, mais plutôt des plans intraday. Tenter d'identifier les zones et de payer juste pour voilà, essayer d'attraper quelques points. Mais je surveille vraiment la réaction voilà, sur la zone. C'est un gros niveau qu'on a testé par le passé. J'attends de voir. Je trouve que pour le moment, c'est flou sur les indices. La baisse, c'est trop tôt pour dire oui, on va partir en direction du sud. Mais d'un côté, la hausse est assez fébrile. Voilà. On tente des achats en début de séance, ça retombe. Bon, vraiment hâte de voir comment les opérateurs vont digérer les chiffres de l'inflation américaine. Mais si en intraday, vous devez tenter quelque chose, c'est vraiment d'attendre la zone ici, 15 100, 15 075, pour tenter des petits achats en intraday. On a vraiment un gros niveau. C'est une zone assez large, on fait quand même pas mal de mèches, mais à chaque fois, c'est quand même
Le marché est assez réactif dessus, hein, que ce soit là, on a fait un peu d'excès, ici, pareil ici sur excès, là de nouveau. Donc forcément, difficile d'être vraiment baissier tant qu'on n'a pas une clôture sous ces taux. Effectivement, même je vise pour éviter de se prendre un bear trap. Voilà, pour moi, c'est une clôture sous 14 950. Et là, je passerai vraiment vendeur avec un plan swing pour viser les différents niveaux de support. Mais pour l'heure, toujours dans un range, et tant que ce niveau tient, eh bien, il faut, en tout cas, on peut chercher des achats en intraday pour essayer de prendre un peu de points et pourquoi pas viser le milieu du range et retourner vers les 15 700. En tout cas, pour l'heure, les acheteurs sont pas très présents. Le Dow Jones, indécision vraiment sur le Dow Jones, de nouveau un doji. Le marché, pour moi, n'arrive toujours pas à évoluer dans une direction claire. Est-ce que ce mouvement est un début de reprise haussière ou est-ce que c'était juste un énorme rachat, un énorme rebond technique suite au rachat de titres, au rachat de short, pardon. Effectivement, la vague baissière avait été un peu folle, gros rachat de short, squeeze, énorme rebond derrière, et puis là on cale. En ce début de semaine, depuis vendredi, on cale et indécision totale sur le marché. Voilà, on donnait 4 heures, pour moi on a un gros niveau, c'est le 50%, si ça cède, on a quand même une belle zone sur les futurs à aller chercher, mais pour l'heure, quand je vois tous ces chandeliers d'hésitation, difficile d'affirmer aujourd'hui dans quelle direction le marché va évoluer demain, très honnêtement. J'ai quand même ce biais baissier, toujours, comme vous le savez, suite. Voilà, bon, on est flat, suite à l'avalement. Ah, pour moi, on a toujours un avalement ici qui est bien vivant. En tout cas, le marché, depuis, a arrêté de grimper. Il n'a pas chuté non plus. Et au contraire, on s'est stabilisé. On balle au centre. J'ai du mal à être acheteur avec un tel chandelier de retournement sur une zone clé. Voilà, peut-être que je me trompe. Mais personnellement, j'ai du mal. Ensuite, on n'a plus vraiment de catalyseur d'un point de vue des résultats d'entreprise. Les big tech ont publié, les grosses entreprises aussi. On a quand même, voilà, on attend Walt Disney, Pfizer, mais bon, c'est pas non plus des grosses entreprises qui ont des pondérations importantes au sein du Dow Jones. Mais focus sur l'inflation, en fait. Je pense que le marché va encore hésiter aujourd'hui, demain, et prendre une direction claire jeudi. Là, on donnait 4 heures. Je vais enlever les Shimoku, cacher. Je vais supprimer ça pour terme, voilà, c'est un peu plus propre. Hop. Bon, on a un joli canal. Hein. On a un joli canal haussier. Actuellement. Et je surveille, voilà, je surveille l'évolution des prix à l'intérieur de ce canal aussi. Décidément, il ne veut pas me le prendre correctement. Bon, je vais laisser ma droite parallèle. Est-ce que c'est bien une parallèle? Tac. Ouais. Parfait. Voilà. Bon. Range de neutralité. Très clairement ici. On a un beau range. Voilà. Effectivement, si on arrive à casser les 35 150, 200 en clôture,
Bon, on pourrait aller chercher plus haut et invalider peut-être l'avalement baissier. En revanche, si là, d'ici les prochains jours, voire même entre aujourd'hui et demain, on commence à casser la moyenne mobile 50, casser la zone ici, casser notre oblique, là très clairement, je pense qu'on repartira dans le sens, voilà, on aura un rebond et on repartira à la baisse. Donc voilà mon niveau clé que je vais surveiller. Si on casse ici, pourquoi pas renforcer ou tenter de nouveau une vente pour aller chercher un peu plus bas. Voilà le plan. Forex. Honnêtement, le Forex, c'est un peu flou. Est-ce qu'on est dans un range? J'ai pas envie de vendre l'euro maintenant. On n'a pas eu de signal de retournement. Bon, à part un petit pendu ici, mais potentiellement, on est dans un range. 1,1530, c'est le niveau clé pour moi. C'est vraiment une belle zone. Là, c'est juste un niveau intermédiaire. C'est un niveau important, mais les 1,1530 sont vraiment. On vient de retester notre Kijun. MM200 Kijun, ici, c'est vraiment un super niveau. En plus, c'est une zone de polarité. Là, c'est vraiment la zone idéale pour tenter une petite vente sur repli. Mais un trade facile selon moi. Maintenant, le marché en a décidé autrement. Et potentiellement envisager un range si on n'arrive pas à aller chercher les 1,1530. Mais là, j'ai pas envie de vendre. J'ai pas envie d'être vendeur maintenant, ni d'être acheteur. Pour moi, c'est trop tard. J'ai plutôt envie de chercher des ventes. Maintenant, données horaires, peut-être un début de. Sinon, ça va aimanter. La droite va s'aimanter avec l'Ishimoku. Voilà. Un fanion ou un biseau, en tout cas, on a un début de consolidation à l'intérieur d'une figure chartiste. Bon, je surveille ça actuellement à très court terme. Effectivement, si on a une sortie par le haut, qu'on reporte un peu le mât, c'est 1,1530, 1,1540. Donc là, on attendra ce niveau-là. Mais pour l'heure, être acheteur, non. Si certains veulent tenter un achat à la cassure, pourquoi pas. C'est un peu risqué, mais je préfère attendre ma prochaine zone pour tenter une vente sur repli. Effectivement, à court terme, belle accélération, phase de respiration, consolidation, et si on casse, on devra repartir en direction des 1,1530. Mais pour l'heure, que ce soit en données horaires, 4 heures, horaire 4 heures ou même daily, ça reste quand même bien haussier. On n'a pas de gros signal de retournement, très clairement. Donc, prendre encore une fois son mal en patience. L'euro-yen, plan annulé. La condition, c'était effectivement, on avait un joli avalement. La baisse en cours, enfin, on est en train de former un joli avalement. La condition, c'était de clôturer sous les plus hauts. Finalement, invalidation, donc je laisse tomber. L'euro-yen, pareil, on est en pleine accélération haussière. J'ai du mal à mettre en place un plan de trading. J'ai pas envie d'être acheteur, très clairement. Pas tout de suite, en tout cas. Et pas envie d'être vendeur non plus, puisque j'ai aucun signal de retournement. Donc, aucune raison d'être vendeur. Plutôt une phase de consolidation. Mais du coup, voilà, j'avais noté ce plan-là en début de semaine. Invalidation, on passe à autre chose. Le GBP USD, c'est pareil, je suis pas convaincu. Entre le pullback qui a été avorté, on repasse sous la zone. Si je nettoie un peu le graphique, je rebascule en daily.
entre l'avalement haussier et le pullback, on est bloqué par une résistance, bloqué par la borne basse du canal, un avalement baissier, potentiellement une correction d'AVC. Bref, j'ai du mal aussi avec cette paire là à court terme. Mais il y a beaucoup de paires de Forex qui sont exactement dans cette configuration-là. Pour avoir regardé un peu tout le marché ce matin, je note vraiment aucune configuration, je dirais pas facile, mais assez claire en tout cas, assez claire, assez des configurations tendancielles. On a vraiment un flux qui s'est lancé. On peut payer les replis. Là, on a fait une baisse, on remonte, balle au centre, bloqué entre résistance, avalement. Finalement, ici, bull trap, ça repart à la baisse. On ne réintègre pas non plus le canal. Bon, dans ces phases de marché-là, je préfère rester à l'écart, très clairement. J'aime bien avoir des beaux signaux clairs, des belles cassures, des beaux pullbacks. Là, pour l'instant, j'ai un peu l'impression que c'est assez flou et que le marché ne sait pas trop dans quelle direction aller. Un peu comme sur les indices, finalement. On a du mal à savoir ce que veut faire le marché et quel message, surtout, il veut nous faire passer actuellement. L'euro GBP, ça retombe. Un TP1 dû être pris ici, logiquement, comme je vous le disais. Mettez votre stop à break-even. Bon, je vais quand même faire le suivi de cette paire. C'est sûr que si elle retombe à 0,83, je serais très fortement intéressé de nouveau. Mais pour l'heure, c'est encore haussier. On est venu faire un gros pullback, là, vous voyez, sur la borne basse du range. Pullback, ça repart. Donc, tant qu'on repasse pas en dessous, si certains ont payé, bah, soit vous prenez votre TP1 et puis vous laissez votre stop loss ici. Dans ce cas-là, vous avez financé votre stop loss. Sinon, vous pouvez remonter le stop. Ce serait un peu dommage de remonter le stop, je trouve. On a quand même une belle zone, un pullback. Je laisse soit vous remontez le stop un peu plus haut pour suivre la moyenne mobile 50. Vous voyez ici, mais laissez le stop loss, payez là. Attendre, effectivement, si on reporte l'objectif théorique, c'est 0,8525. À mon avis, si on casse ce niveau, comme je vous le disais, on peut très facilement aller chercher plus haut, surtout quand je vois l'avalement haussier monstrueux sur le bas du range annuel. Mais on a un petit niveau de résistance quand même. Voilà, plaquette jaune, couplé à notre résistance horizontale. Mais voilà, si on casse ce niveau, pour moi, c'est objectif théorique. Et derrière, au moins, aller chercher les 0,8650. Le Brent, dans l'attente de l'OPEP, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, on attend la reprise dans la journée des négociations indirectes entre Washington et Téhéran sur le programme nucléaire iranien. Donc ça aussi, forcément, ça drive un peu les cours du pétrole. On chute un peu. On se fait un repli sur le niveau de support. Donc je vous disais que la zone qui m'intéressait de payer, c'est effectivement ici. J'aimerais bien qu'on vienne taper un peu plus notre zone là. Ouais, ce serait propre pour tenter quelque chose, un achat. Bon, j'attends de voir quand même les négociations, comme je vous le disais, entre les États-Unis et l'Iran, indirectement, quand même, parce que ça peut provoquer des gros mouvements sur le marché, mais j'ai envie d'être encore haussier sur le pétrole. En fait, tant qu'on ne casse pas mon canal et qu'on ne casse pas la zone, ici, je passerai vendeur, je serai déjà plus prudent. En fait, tant que ce niveau tient, j'ai plutôt envie de chercher des achats. Donc, je vais quand même attendre les annonces et l'ouverture du marché américain cet après-midi. Pour l'instant, données horaires, je n'ai pas de changer de retournement, j'ai rien du tout, donc
pas de précipitation. L'idéal, ce serait vraiment qu'on vienne taper notre zone. On n'est pas vraiment dedans. La grosse zone, elle est là, vers 89, 90. Puis on vienne encore un peu plus bas. Là, on est sur un niveau de prix. Mais bon, je préfère affiner le ratio, qu'on ait une belle bougie ici sur ce niveau-là. Bon, on a un superbe canal haussier pour l'instant, donc effectivement, ce serait intéressant de chercher des achats si derrière ça peut repartir pour aller un peu plus haut. Le light, c'est pareil. Ça bute. On est revenu tester notre Tenkan. Voilà, la Tenkan fait un job vraiment fabuleux, je trouve. Vous voyez, elle vient soutenir les prix parfaitement, et tant qu'elle ne casse pas d'alerte baissière finalement. Et on a pareil notre beau canal haussier qui cadre la hausse des cours. Ce qui me dérangeait, c'était la zone de résistance. Effectivement, je le reconnais ici, je vous disais, ce qui m'embête sur le WTI, c'est l'oblique. 1 point, 2 points, 3 points de contact et la zone de résistance. Donc là, c'est un petit point qui m'embête. D'un point de vue de l'Ichimoku, bon, c'est sûr que les zones idéales pour repayer le pétrole, ce serait les 84. C'est vrai que là, si on a une grosse correction à 84, c'est vraiment une zone qu'il faudra payer, à mon avis. Là, je suis moins à l'aise sur le WTI que sur le Brent, très clairement. Payer sous résistance, j'ai toujours un peu de mal avec ce concept. On est revenu tester ce niveau, mais j'ai toujours pas de chantier de retournement. Bon. Je vais attendre de voir un peu l'évolution des prix, même si j'aimais bien notre cassure Tenkan Kijun. Elle est bien partie, mais voilà, je pense qu'on peut aller quand même un peu plus haut. Mais pour l'heure, c'est trop tôt, selon moi, pour se positionner à l'achat sur le pétrole. En tout cas, j'attendrai au moins un chandelier horaire, voire si possible 4 heures par ici pour tenter quelque chose. Pour l'heure, je reste aussi à l'écart sur ce marché. Le BTC, il retombe. On est quand même venu taper une grosse zone clé, les 44 000 $, donc ce n'est pas rien. On a franchi notre MM50, 44 000 $, 45 000 $, c'est une grosse zone de polarité. Elle fait partie quand même, cette zone, des niveaux clés à surveiller sur le BTC. Je peux même l'élargir à mon avis jusqu'à 45 500 si je veux ajouter cette petite mèche là, peut-être réduire le bas, à mon avis réduire plutôt, la mettre à 44 450 et l'augmenter à 45 500, l'ajuster, en tout cas réaction immédiate des vendeurs sur la zone. À court terme, ce qui me dérange effectivement, c'est l'avalement qu'on a eu, l'avalement baissier sur zone avec notre divergence baissière. Juste ici. Juste ici. Une divergence baissière validée. 50% de retracement de la vague de baisse. Peut-être que certains en trading ont voulu le jouer. Donc, objectif 43 340. Bon, on y est presque. Si certains ont voulu jouer, en tout cas, un signal qui montre fin de la hausse à court terme. Marché pourrait se replier. On a quand même évoqué le scénario d'une épaule, tête-épaule. Le BTC commence doucement à me plaire. Néanmoins, j'ai pas envie d'être acheteur ici. Ce qui m'intéresse maintenant, ce serait d'avoir un repli sur les 41 000. Voilà le plan que j'avais évoqué avec vous. On a un petit gap sur les futurs à venir combler suite à la poussée ici durant le week-end. Rappelez-vous sur le BTC,
futur. Ouais, voilà. Et là, par contre, MM50, MM200, ça bute, petit gap. Épaule, tête. On va venir combler le gap. Voilà, le plan c'était ça, partir chercher la M200, la zone au-dessus, pour retomber combler ce gap-là. Voilà, donc par ici, effectivement, je serais intéressé pour payer le BTC. Donc si on repasse sur le classique, voilà, on est sur résistance. Si on vient combler le gap, on taperait la zone des 41. Et donc là, pourquoi pas chercher des achats avec un stop loss ici. Par contre, si ça casse, je reverrai ma feuille de route d'ici là. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Au contraire, les vendeurs se montrent présents. Donc, voilà, j'attends un petit retour. On va voir si on prend la vague. Ouais, ce serait les 38,2. Ce ne serait pas dérangeant. On prend la vague de hausse, on retrace 38,2. Ce serait un retracement normal, j'ai envie de dire. Pas inquiétant. C'est vrai que si on retrace 50, bah, on casse la zone. Et la tendance baissière pourrait reprendre ses droits. Pour l'heure, 38,2, belle zone. Donc un niveau ici à surveiller qui m'intéresse pour chercher des achats. L'Ethereum, pareil, au point près, vraiment, au dollar près plutôt. Belle réaction sur la M50, aucune raison d'être acheteur ici, surtout pas. On a une zone couplée, une MM50. Donc là, on va vraiment pas se précipiter. Le plan, c'est d'attendre le pullback. Voilà, de se dire, bon, on a un premier échec, pullback, stop loss par ici, pour viser TP1, TP2. Là, le plan, c'est exactement le même que sur le BTC. J'attends le pullback ici, signal, comme sur le BTC, c'est pas buy the dip, c'est pullback, signal 4 heures ou horaire, stop loss sous le sommet qui est juste ici. Donc, hop, par ici, et TP1, TP2. Et on avait cadré avec notre oblique, donc là il y a un peu des flèches de partout. On va nettoyer tout ça, donc le plan, voilà, que ce soit un peu plus propre. Le plan, on va l'affiner en données 4 heures. Est-ce que je peux tracer une parallèle maintenant? Ouais, parfait. Une belle parallèle. Nickel. Donc ça c'est propre. Hop. On nettoie un peu. Parfait. Très important d'avoir des graphiques vraiment propres pour que ce soit lisible et clair quand vous élaborez vos plans de trading. Il ne faut vraiment pas que ce soit un sapin de Noël, vos graphiques. Donc là, le plan, c'était de se dire si on a un joli pullback avec une zone de convergence. Qu'est-ce qu'une zone de convergence? C'est un niveau de prix où tout se regroupe au même point, à savoir MM200 qui arriverait ici, qui pourrait doucement longer ici, MM50 qui remonte un peu vite. J'aimerais qu'elle freine un peu sa course, mais bon, c'est quand même, on est sur un beau niveau. Et oblique baissière. Donc là, pareil, pullback. Donc ici, voilà, ça m'intéresse ici pour chercher un achat. Voilà, à peu près la zone. 2950, 2845. Donc si on pouvait effectuer le pullback, tac, 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 venir taper cette zone, MM200, zone de support, oblique baissière, et voilà, on a aussi la borne basse de notre canal. Donc par là. Pareil, là pour le coup, on n'a pas de divergence sur l'Ethereum. Juste un avalement haussier, un avalement baissier, pardon. Mais pareil, pas envie d'être acheteur sous résistance, ça faut pas être fou non plus. Mais un achat sur un repli dans une tendance, dans un début de tendance haussière, pardon. Dans un début de redémarrage haussier. Voilà. Voilà le plan. Là, j'aime beaucoup. On a braqué une résistance, deux résistances. La troisième, on échoue.
pourquoi pas faire le pullback, tenter un achat dans ce début de redémarrage haussier avec un stop loss voilà, par ici et viser TP1 et TP2 et pourquoi pas plus si le marché finalement repart de plus belle derrière. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et je vous dis donc à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.